rentrée parlementaire du 15 septembre 2020, Janine Mabunda, aujourd'hui sur Top Congo, nous confie que la session budgétaire est une session du peuple. De quoi est-ce qu'elle a voulu réellement parler? Elle nous assure que les débats politiques ne sont plus de débats sur table. Il faudrait plus penser au social, à l'éducation, à la santé du peuple congolais. Est-ce cette session pourrait nous offrir le meilleur et rencontrer l'assentiment du peuple congolais? Une question à développer. De l'autre côté, nous voyons l'élection 2023. Mode de scrutin, réforme de la CENI, investiture de Malonda, deux questions restent pendantes. Janine Mabunda, sur Top Congo, n'a pas voulu nous éclaircir sur les questions. Nous allons essayer d'analyser avec Maître Joël Bongo-Longondo sur ces questions et connaître, entendre ce que nous dira la loi. Bonjour Maître Joël. Bonjour Madame Marie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci vous-même. Ça va. Nous signalons que vous êtes avocat près la cour d'appel et assistant de recherche. Nous aimerions également partager avec vous sur certaines questions qui est en train de guetter un peu nos esprits, étant un peuple et citoyen de la République démocratique du Congo. La rentrée parlementaire du 15 septembre est une session budgétaire comme nous le savons tous. Nous venons de suivre Madame Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, sur la radio Top Congo devant le collectif de journalistes, affirmant, en train de nous confier que cette session est une session du peuple. Quelle est votre lecture sur son langage? Oui, je commence d'abord parce qu'il s'agit d'elle, Madame Mabunda, par condamner la violence verbale dont elle fait l'objet. Parce que derrière elle, on atteint non seulement la femme, mais aussi l'humanité tout entière. Donc, je commence par condamner cela. Quant à la session, elle a raison parce que l'Assemblée nationale, par rapport à son fonctionnement, elle est régie par des lois. Et les lois qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale veulent assez que la session de septembre soit essentiellement budgétaire, donc que les députés se mettent à examiner jusqu'à l'adoption de la loi des finances. Pour dire que la session du peuple, elle n'a pas tort, mais ce n'est pas la première session budgétaire que nous connaissons dans ces pays depuis que nous avons opté pour la démocratie. Il y a des préalables qu'il faut respecter pour dire qu'une session est pour l'intérêt du peuple. C'est vrai qu'ils vont adopter un budget, mais ce ne sera pas le premier budget. Comme d'habitude, on a toujours adopté des budgets stipulés en termes de recettes et dépenses. Mais est-ce que le peuple congolais profite de ces budgets? Je ne pense pas, parce qu'il suffit de voir les conditions de vie dans lesquelles les Congolais vivent pour comprendre que l'essentiel du budget passe dans le fonctionnement des institutions. Et tout à l'heure, là, sur Top Congo, on lui a posé des questions de savoir qui gagne un député national ou qui gagne elle-même en tant que président de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas répondu à la question, elle a dit que c'est une question globale. Une question globale parce qu'il faut se demander dans ces pays qui fait quoi et qui gagne quoi. Donc on ne sait pas qui gagne le président de la République. Et là, elle a même dit que ce n'est pas aisé de débattre sur cette question-là. Donc vous comprenez, nous comprenons tous que les budgets profitent plus aux institutions et leurs animateurs qu'au peuple. Dire que la session est la session du peuple qui croupit dans les misères alors qu'on n'a pas commencé par les préalables pour s'attendre à ce que les budgets profite au peuple, je ne crois pas que son allégation est vraie. Parce que quand on parle des budgets, on parle des recettes et des dépenses. Mais dans les recettes, là, notre pays a un problème sérieux de découlage des recettes, des fraudes fiscales, fraudes douanières, tout. Donc, l'argent qui devait normalement entrer dans les caisses de l'État, les recettes, passe dans les poches des individus qui s'enrichissent au détriment de l'État. Et la partie qui revient à l'État, l'exécution du budget a toujours posé problème. Donc, je ne suis pas par plaisanterie optimiste. Moi, je suis pessimiste parce que je ne vois pas qu'est-ce qui va changer dès lors qu'on n'a pas commencé par lutter contre la corruption. La présidente de l'Assemblée nationale est en train de nous assurer
disons qu'il n'est plus question de nous attarder sur des débats politiques, de questions politiques, quoique ils forment des structures politiques, mais les questions de plus importantes qui touchent la population, c'est le social, ce sont des infrastructures médicales, c'est l'éducation. Malgré ce dire, ça ne vous rassure toujours pas. Vous continuez à dire que le budget profite aux institutions. Elle fait la politique. Elle est présidente d'une institution, l'Assemblée nationale. Donc, en répondant à une question des journalistes sur un média suivi comme Top Congo, je ne pense pas qu'il va donner des réponses qui peuvent scandaliser ou qui peuvent confirmer ce que le peuple congolais a toujours dit, que l'épée d'argent qui entre dans la caisse de l'État profite plus aux institutions. Donc, sa réponse ne cadre pas avec la réalité, mais cadre par rapport à son statut. Donc elle ne pouvait que dire ça. Elle ne pouvait que dire ça. Dire que ça nous rassure, là, c'est trop rêvé, parce que moi, je ne peux revenir que sur les préalables. Il y a des choses qu'il faut commencer avant de s'attendre à des résultats. Il faut voir si le départ est déjà bon. Si le départ est déjà bon. La loi des finances, ce sont des papiers. Ce sont des papiers qui disent que non, telle année, en 2021, l'État va réaliser telle recette et ces recettes seront affectées dans telle ou telle autre dépense, comme elle a parlé de la santé, de la sécurité et de l'éducation. Et c'est comme ça dans toutes les lois de finances que nous avons connues. Mais les problèmes se posent sur l'exécution. Le problème se pose sur l'exécution. Nous allons très rapidement jeter un coup d'œil sur le budget passé, le budget précédent de 11 milliards, qui a commencé par être stipulé à 20 milliards et jusqu'à ce qu'il soit arrêté à 11 milliards. Qu'a gagné la population congolaise de ces budgets précédents? Pour répondre à la question, qu'est-ce que la population a gagné de ces budgets? Mais il faut voir les conditions dans lesquelles vit cette population. Nous sommes dans la misère. Et les années 2019 et 2020 sont pires qu'avant. Lorsqu'on vous dit déjà que la présidence de la République est toujours dans les dépassements budgétaires, ça veut dire que les paiements de ceux qui travaillent à la présidence de la République dépassent toujours les prévisions budgétaires. Comment voulez-vous que la population se retrouve? Parce qu'il n'y a pas un autre budget. Ces dépassements-là, ça veut dire qu'on a utilisé ce qu'on devait utiliser dans un autre secteur pour les dépenses de la présidence de la République. Et ça, je ne donne qu'un exemple. Donc c'est pour dire que le budget congolais ne profite pas au peuple congolais. Oui. Donc le budget précédent n'a pas profité au peuple congolais. N'a pas profité au peuple congolais parce que les bilans, on les voit. Mais si nous prenons l'exemple, par exemple, l'exemple de la construction des infrastructures dans le programme des 100 jours du président de la République. Oui. On avait dit que les travaux allaient prendre fin avant même le début de cette année. Nous sommes déjà au mois d'août. On avait même promis l'inauguration le 30 juin. Nous sommes déjà au mois de septembre. On n'a toujours pas fini les travaux. C'est les travaux de la construction du saut des moutons de 24 qui ont pris fin. Mais à pompage, ce n'est pas encore fin. Et si vous voyez au niveau des bonhommes, Pascal et Bitabé, les travaux continuent. Même au niveau de la RTNC, et ça évolue à pas de tortue. Je ne prends que cet exemple-là. Donc, peuple congolais a zélé malonga te pour le budget, puisque le budget précédent déjà n'était pas intéressant. C'est ce que vous voulez faire comprendre au peuple congolais, que c'est le peuple congolais à comprendre que malgré l'assurance mabunda zo pesa na Top Congo, malgré le discours na inyonso, il n'a pas sa part dans ces budgets. Puisque déjà nous avons entendu qu'il faut revoir la rémunération, qui est une question globale, étant tout fonctionnaire d'État, donc y compris les députés. La première difficulté déjà qui nous pousse à dire qu'il ne faut pas trop rêver, c'est fait voir dans le contexte actuel. Il y a la pandémie Covid-19 qui a affecté le secteur économique. On peut faire des prévisions. On va réaliser autant de recettes. Mais
l'exécution maintenant de ces prévisions-là pour la réalisation de ces recettes-là va poser problème parce que le contexte est exceptionnel. Vous voyez déjà. Donc, la difficulté va commencer au niveau de la réalisation des recettes. Alors, si au niveau de la réalisation des recettes, il va se poser un problème, parce que dire que nous avons un budget de 11 milliards de dollars, ça veut dire que l'État, de par ses services générateurs de recettes, s'engage à atteindre un montant X pour l'affecter dans le secteur de la vie pour l'intérêt du bien-être collectif, donc l'intérêt de la population. Mais ce n'est pas dit que parce qu'on a dit on va réaliser 11 milliards de dollars que c'est facile parce qu'on a voté la loi des finances, non. Ça, c'est un premier problème. Mais le deuxième problème, et notre problème de toujours, c'est que dans les services de l'État qui sont chargés de la réalisation des recettes, sont animés, ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde, des personnes qui sont animées de la mauvaise foi, donc qui n'ont pas la culture de l'intérêt général, qui ont toujours tendance à s'enrichir au détriment de l'État. Si vous passez à la direction provinciale de la DGDA, sur boulevard du 30 juin, vous allez voir un panneau où on a écrit « Lutte contre les antivaleurs ». Ouais. Et parmi les antivaleurs, on relève la corruption, la fraude. Vous voyez. Alors, ça, ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas une personne étrangère à la DGDA qui est allée afficher. Donc, ce sont eux-mêmes. Ils se sont rendus compte que, du fait de leurs agents, la DGDA ne parvient pas effectivement à réaliser les prévisions parce qu'il y a la fraude, il y a la corruption. Ça veut dire que quelqu'un qui doit à l'État un montant X, voit un agent de la douane, lui propose un montant, moins que ça, moyennant quelque chose pour qu'il ne paye pas à l'État ce qu'il aurait dit normalement payer. Oui. Et tout ça, ça pèse sur la réalisation des recettes. Et lorsque déjà dans les recettes, on n'atteint pas les prévisions, il ne faut pas aussi s'attendre dans l'exécution du budget qu'on va jouir du montant voté dans la loi des finances. Nous sommes en train de voler, chers fidèles téléspectateurs de EDM TV officiel. Nous évoluons avec Maître Joël Bongo Longondo. Nous sommes en train de voler Maître Joël Bongo Longondo. Bientôt là, tout le monde sait que dans 3 ans, 2 ans et quelques mois, il y aurait 2 élections. Mais il y a une question qui se pose. Avec quel mode de scrutin? Nous aimerions un peu analyser de manière légale, de par la loi congolaise, c'est que prévoit concrètement la République démocratique du Congo sur le plan légal par rapport au mode de scrutin. Oui, les modes de scrutin, et je sais que vous visez l'élection présidentielle, oui. Le mode de scrutin prévu en droit congolais et le suffrage universel. Il suffit de lire les articles 5, 70 et 220 de la Constitution pour comprendre. L'article 5 pose les principes du suffrage universel. Ok? Et l'article 70 parle de ces principes comme mode de désignation donc de l'élection du président de la République. L'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Je profite de l'occasion pour rappeler même que la révision de 2011 qui a fait qu'on bascule c'est d'ailleurs là où on devait arriver à un tour. Était une fraude en droit constitutionnel. Donc on ne devait pas. Alors que c'est la même demande aujourd'hui. Et si vous lisez l'article 220, cet article interdit un certain nombre de matières qui ne peuvent pas faire objet d'une révision constitutionnelle. Parce que pour changer le mode de scrutin, il faut réviser la Constitution parce que c'est prévu dans la Constitution. Exact. La loi électorale n'est qu'une mise en application effective de la Constitution. Donc la Constitution pose des grands principes et dans des lois particulières, on met maintenant en œuvre les principes posés dans la Constitution. Donc pour la question du changement du mode de scrutin,
renvoie directement à la révision constitutionnelle. Alors que nous sommes là dans une matière qui ne peut pas faire objet d'une révision constitution. Pourquoi? Parce que c'est un droit fondamental. Nous sommes en démocratie et en démocratie, le peuple doit se choisir librement ses dirigeants. Donc les personnes qui sont appelées à commander au destin commun. Vous voyez? C'est pourquoi on a posé le principe du suffrage universel. C'est l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en 1948. Maître Joël Bongo Longondo, il nous faudrait, le politique disent qu'il faut répartir de un seul tour pour revivre le 2 tours de 2006. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut revenir à 2 tours parce que vous voyez aujourd'hui l'IDPS, donc l'Union pour la démocratie et le progrès social, les partis au pouvoir aujourd'hui, on lui a donné, je pèse mes mots, on lui a donné une victoire à l'élection présidentielle sans majorité parlementaire. Alors que dans le système qui est le nôtre, il ne sera pas aisé à un président de la République qui n'a pas de majorité parlementaire, donc qui ne contrôle pas le Parlement et le gouvernement, de bien diriger. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle une union contre nature. La coalition FCC-CACH. La coalition FCC-CACH qui réunit des principaux partis, donc l'IDPS et le PPRD, déjà des partis politiques de par leurs idéologies, en dépit de leur dénomination, qui ne peuvent pas marcher ensemble et avec les autres partis alliés. Tout ça pourquoi? Parce qu'avec un tour, on ne savait pas qui va remporter l'élection présidentielle. Il n'y avait pas moyen pour les plateformes politiques de s'aligner de manière claire derrière un candidat pressenti vainqueur. Alors qu'avec 2 tours, à partir du premier tour, il y a tous les candidats seront éliminés. On va retenir que les 2 premiers. Et déjà, ça se dessine. Les gens peuvent se positionner avec ces 2 candidats. Si nous soutenons X ou Y, c'est clair que nous allons remporter l'élection. Et en les soutenant, au second tour, il y a beaucoup de chances qu'il ait aussi la majorité au Parlement, donc avoir aussi les contrôles ou les soutiens du Parlement et du gouvernement qui est l'émanation de la majorité parlementaire. Merci beaucoup. Et quant à la réforme de la CENI? Oui, la CENI doit être réformée. Pourquoi? Si vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, les rédacteurs disent que les problèmes majeurs de la République démocratique du Congo, et nous continuons à vivre ces problèmes, c'est la crise de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et ça ne date pas aujourd'hui, c'est depuis 1960, donc dès l'accession du pays à l'indépendance. Nous pouvons nous rappeler des conflits Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, les coups d'État de Mobutu de 65. J'aimerais que vous puissiez également faire allusion à la langue lingala. C'est très important d'insérer la langue nationale. Ok, merci. J'ai dit ceci. Problème makasi, yambo kanabiso, yangonde ezo justifier réforme ya CENI pour na toze la ba élection to maponomi ya bien à 2023. Ce qui moto alingi a comprendre ngo malamu amon atala na exposé des motifs ya constitution na biso. Bato ba kuma constitution ba lobi ke likambo na biso na mboko eza crise ya légitimité. Donc bato bazo kamamboka baza na légitimité populaire te. Donc ezate bato mboka mobimba esepeli bazala wana bangonde ba se retrouva ka wana. Crise wana ebandi lelo tendenge exposé des motifs ya constitution ezoloba depuis 1960, donc à exception de la indépendance, bandaki
Kasavubu na Lumumba, Mobutu azui pouvoir, ba msusu ba moni que non Mobutu ndenge azo kamamboka eza malamu te, basali opposition, ba bandai kosenga ye démocratisation, a dirija bongo na bambula ebele, mais sans légitimité, c'est-à-dire que za na bato oyo ba bandaki kondima pouvoir na été. Bakangi motema ti balembi nde yaki komema biso na ba guerre ya 96, 97. Balongoli ye musée azui pouvoir, mais na 98 déjà ba msusu pe balobi non ndenge pe ya azui pouvoir wana eza oto bandaki kozela après départ ya Mobutu te, bitumbezonga ki lisusu ya makasi o ememaki biso ti na San City na 2003 pona to ya okota na transition où esalaki tozwa 4 donc président de la République moko na 4 vice-président tito ye kokoma na ba élection ya 2006. Soko tali ba élection ya 2006 wana seni elobi Kabila muto aganyaki, mais bato ebele balobi non eza Bemba nde muto aganyaki po Bemba yende balingaki ye ekotaki biso lisusu na crise to évoluer nango boye tito komi na 2011 Tshisekedi na Kabila ba congolais ebele basatandaki ke Tshisekedi Etienne yende muto akoleka président, mais seni a proclamé Kabila. Crise continuaki parce que Tshisekedi apretaka kutu serment bato se rappeler que ye muto a gagné ba élection et sauf hypocrisie na mitu abato ebele ba yebi bongo ke muto ba votaka aza la président de la République ezalaki Tshisekedi alors qu'officiellement ba proclamaki Kabila. Et pour bon mona que crise continuaki mandat ya Kabila wana amemaki yango ti na sukate alors que ya zalaki na majorité et komaki basala d'abord ba concertation nationale et koti ba opposant mususu après tito yeko koma na ba avec de débauchage, il faut préciser ya kojo tolongwe na accord ya kojo to yeko koma na accord ya 5 parce que muto aza na légitimité o a remporté élection donc o bato batiaki na ba irne ke yaka mamboka soki azui. En tout cas, problème est que se poser et que comme ba négociation, ba accord pour na kokabola pouvoir on dirait comme gâteau té alors que constitution ils ont prévoir ndenge nini bato bakoki ko koma na ba poste ou nyonso eza prévu na mboka po bakamba constitution ti to tamboli bongo bomoni ndenge mboka ezalaki na mouvement makasi na ba 2015 2016 ba marche salemaki bato bakufaki pona ko exiger ba élection toye ko sala ba élection na 2018 ba élection chaotique déjà parce que contexte yebanaki déjà ki mboka eza malamu te comme d'habitude na 2000 nde saima na 2006 2007 et salemi na 2011 na 2018 seni est proclamé Tshisekedi bato ebele Fayulu balobi Fayulu nde moto a gagné élection yende il fallait ba proclamer ti na ndenge toza lelo boye donc officiellement toza na président de la République moko parce que yende moto ba proclamati yende moto a prêté serment yende moto azo représenter nation. Mais mutu na mutu soko tuni congolais na congolais mutu na mutu aza na oyo ye azo reconnaître ye ke tel nde aza président na ngai tel aza président na ngai et boza komona mboka eza trop mouvementé eza divisé makasi to atteindre ba niveau moko bato ba komiti na ko finga na komi lobela mabe. Alors nyonso wana eza parce que eza na groupe ya bato baza mukete baza ebele bon, faute de statistiques to ko préciser mais c'est fort probable même que baza la ebele koleka majoritaire o bazo ko estimer selon bango que bato bazo kamba biso baza na légitimité te, ça veut dire que eza te bato peuple alingi ke akamba bango. Alors pour éviter que tozonga kana cycle wana continuellement alors que mboka ezozonga sima il faut pas réformer seni pour que na 2023 to vivre 2006 7 to vivre 2011 Maître Joël Bongo Longondo ba réformer seni proposition nini ya réforme oyo ozo proposer. Proposition à réforme à Liboso, il faut savoir que nous sommes en démocratie. Okay. Nous sommes en démocratie et que nous ne sommes pas les premiers pays démocratiques ou les premiers pays qui se veulent démocratiques. Ça veut dire que ça n'a pas bateau au babanda démocratie ango. Et ça fait na principe ya démocratie au bamboka nyonso les nations civilisées au ba observer ka démocratie balanda ka yango. Réforme à Liboso nano il faut banda na ba esprit na ba mentalité ya bato. Donc c'est inconcevable à ce que dans une institution
que la Constitution veut indépendante, il y ait des gens, donc des animateurs qui se réclament proches des plateformes politiques. C'est là que le problème commence. Donc on ne peut pas comprendre qu'un membre du bureau de la CENI, président de la CENI, vice-président, rapporteur, son adjoint, qu'ils se sentent redevables à une plateforme politique ou à un parti politique. C'est là le problème. Au moins, il y a Mabonda, Malonda, on devait également y arriver, son investiture. PV Kenda na l'Assemblée nationale, Banterina et Tikalika, président de la République, a ordonnance à nommer pour qu'il commence son travail en tant que président de la CENI et peut-être nous aider à payer les arriérés. Parce que depuis 2006, la Constitution ne prévoit pas que l'élection présidentielle ou l'élection législative. Il est prévu aussi des élections urbaines, locales, municipales et consorts. Alors, ces élections n'ont toujours pas eu lieu. Peut-être qu'avec lui, il faut s'attendre, bon, lui pas Malonda, mais un nouveau président de la CENI, ça peut aussi être lui, s'attendre à ce que tout fout taper élection, il y a des élections locales. Mais le président de la République a nommé, ça pose problème. Batobalobi, non, moi je ne le dis pas, c'est ce que disent les gens. Batobalobi, non, Aza Moutou FCC, Aza Moutou PPRD, Aza soutenu dans Bato FCC. Alors, déjà, si on peut coller une étiquette politique à un président de la CENI, donc à moins de 4 ans, il nous reste 3 ans. Il nous reste 2 ans et quelques mois. Des élections, il ne faut pas s'attendre à un bon résultat. Il ne faut pas s'attendre aussi à la légitimité parce que Bato Baboyi déjà Malonda. Baboyi qui y a la présidente à CENI parce que Bazo Monaké, il y a proche, il y a groupe moko, il y a parti politique ou bien il y a parti politique moko. Déjà na mitu na bango bakondi ma résultat élection kaka soki bango ba gagner. Pour soki bango ba gagner te bakozonga déjà na maluba na bango toboya ka yeto yebaka ke makambo akosala ekozala po a favoriser groupe catégorie moko ya bato ou bien ya parti politique moko boy. Alors, lorsqu'on proclame les résultats des élections et qu'il y a des gens, pas moindres, qui refusent les résultats, c'est là qu'est naît la crise politique et la crise de légitimité des institutions. Donc la question, il y a réforme, il y a CENI, et il y a débat où il faut diviser les Congolais. Mais jusque-là, au PCU, la proposition manquant. On veut avoir plusieurs propositions de votre part. Vous n'avez que parlé de la proposition de mentalité, que c'est un problème mental. Là, nous sommes d'accord. Mais le reste, il n'y a que ça qui pourrait changer la CENI. Il y a une loi qui prévoit l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Et cette loi prévoit comment on devient membre du bureau de la CENI et des autres services. Il faut commencer par réviser cette loi pour poser à ce qu'on ait des animateurs indépendants. C'est ça même l'esprit de la Constitution. Les animateurs de la CENI ne doivent pas se réclamer, ne doivent pas être proches, même les modes de désignation. Pourquoi le président de la CENI et les autres membres du bureau de la CENI doivent venir des composantes politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition? Déjà, ça pose problème. Parce que quand il vient là, désigné par la majorité, la plateforme qui a la majorité au Parlement, en tant qu'humain, il se sent redevable. Exactement. Soki bango bazalaki na majorité, je ne serai pas président de la CENI. Vous voyez, même si on utilise les confessions religieuses pour embellir, mais c'est clair, ça apparaît même dans la loi qu'ils viennent des plateformes politiques. Et Madame le Président de l'Assemblée nationale venait de le rappeler tout à l'heure, là, c'est sur Top Congo. Pourquoi ils doivent venir des plateformes politiques? Parce qu'ils doivent être indépendants. Ils ne doivent pas être redevables des individus ou des partis politiques pour qu'ils soient neutres. C'est ça le problème. Donc, il faut commencer d'abord par nos mentalités. De ceux qui viendront une fois ils sont désignés, ils ont ces profils-là. Et il faut aussi modifier la loi.
poser d'autres critères. À ne pas oublier le seuil électoral. Oui, le seuil électoral aussi, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Excusez-moi les termes, je peux même parler du banditisme électoral. Parce qu'il y a des gens dans ces pays qui peuvent, sans parti politique, sans regroupement politique, se faire élire député. Et ils sont nombreux à avoir perdu les élections parce que leur plateforme, parti ou regroupement politique n'ont pas atteint le seuil, alors qu'ils avaient beaucoup de voix que ceux qui ont été proclamés. Vous avez même des candidats de 20 000 voix qui ne sont pas proclamés parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil, alors qu'il y a des 3 000, 4 000 proclamés parce qu'ils ont atteint le seuil. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'il faut revenir au système qui était nôtre en 2006. Permettre même aux indépendants de se faire élire. Parce qu'avec le seuil, on est arrivé aussi à des unions contre nature. Donc des partis politiques qui n'ont pas la même vision politique, qui n'ont pas les mêmes ambitions, ils ont été obligés à se regrouper politiquement pour chercher à atteindre les seuils. Ils sont là, regroupement politique tel autant de députés, mais déjà les députés de ces regroupements politiques n'ont pas une même vision politique. Et vous allez voir qu'il y a, dans un même regroupement politique, il y a des députés qui soutiennent ou soit sont favorables à tel individu, à telle autorité, d'autres. Vous voyez, et ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème. Donc il faut revenir, il faut nous aider à ne plus revivre cette escroquerie électorale. Le système de suppléants. Oui, ça... Le système de suppléants ne pose pas problème, ne peut pas faire objet de la réforme de la CENI par rapport à la loi électorale. Sur quel point exactement? Mais les avantages, les inconvénients, il y a ceux-là qui ne méritent pas peut-être être suppléants pour se faire député remplaçant demain d'un député, d'un honorable, mais qui se retrouvent dans des assemblées comme députés alors que le personne ne mérite pas. Bon, les suppléants, je pense que dans la loi électorale, est soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que les candidats pour qui... Et très souvent, ce sont des héritiers. Oui, ce sont des héritiers. Par sang. Ce sont des héritiers. Qui se retrouvent hérités même au niveau des institutions. Bon, je crois que par rapport au fait que telle X personne est suppléant de son père ou de sa mère, en droit, il ne se pose pas un problème. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Et que le droit d'être élu ou d'être électeur est un droit fondamental reconnu à tout individu, indépendamment de ses racines ethniques, sociologiques ou biologiques. Ça veut dire que nous pouvons être membres d'une famille, nous sommes 10 fils ou filles d'un même père, nous avons tous les mêmes droits, il suffit de réunir les critères que la loi électorale prévoit pour être éligible. Vous voyez. Mais sur le plan éthique, il peut se poser des problèmes. Par exemple, vous êtes dans un parti politique, il y a des cadres qui méritent mieux, qui ont beaucoup fait pour que ces partis arrivent à tel niveau, qui peuvent aussi être désignés candidats ou même suppléants des candidats, mais ils sont écartés parce qu'on a voulu, non en se basant sur les mérites, mais pour favoriser un enfant, on les désigne suppléant, alors qu'une fois à l'Assemblée, si son père lui cède le fauteuil ou le mandat, il ne saura pas assumer, il saura pas s'assumer. Et il y a d'autres qui sont, dès le départ, il ne met pas son fils ou sa fille suppléant pour qu'une fois qu'il a une charge incompatible à son mandat de député, il soit remplacé. Mais il le met déjà avec l'idée de favoritisme et il renonce déjà au mandat sans l'exercer. Parce qu'il sait que c'est ça, il avait fait juste pour faire gagner les mandats à son fils ou à sa fille. Ça, c'est ce qui n'est pas bon, il faut condamner. Merci beaucoup, Maître Joël Bongo Longondo. Nous sommes à la fin de notre émission, mais nous avons une petite question qui nous fait deux fois mal, mais qui nous intéresse énormément.
La question sur la destitution du chef de l'État, envisagée par certains acteurs politiques. Nous pouvons citer le candidat malheureux à la présidentielle, Maître Théodore Ngoï, qui y pense et qui en parle régulièrement. Selon vous, qui doit retenir le peuple congolais sur cette question? Attendre que son chef de l'État soit destitué? Bon, vous savez, lorsqu'on parle des questions politiques, des questions qui touchent à la vie de la nation ou qui touchent au président de la République, donc l'incarnation même de la nation, de tout un peuple en tant que République, il ne faut pas être passionnel. Il ne faut pas être passionnel, il faut être objectif. La constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que révisée le 20 janvier 2011, et la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de la Cour constitutionnelle prévoit les conditions dans lesquelles le président de la République ou les premiers ministres peuvent être mis en accusation lorsqu'ils commettent des infractions prévues, notamment la haute trahison et le délit d'initié. La haute trahison est définie comme la violation intentionnelle de la Constitution par le président de la République. Donc, ce n'est pas une fabrication, c'est constitutionnel. Donc, la question est prise en charge en droit congolais. Mais il faut savoir et dire à ceux qui nous suivent que l'initiative de la mise en accusation du président de la République, parce qu'il s'agit d'une action publique, lorsqu'il a commis ces infractions-là, pour lesquelles, parce que pour les infractions de droit commun, il ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat. Mais pour les infractions de haute trahison et de délit d'initié, le patron de cette action, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est à lui que revient la compétence de mettre en accusation le président de la République ou le Premier ministre. Mais lorsqu'il veut mouvementer l'action publique contre le président de la République, il doit demander l'autorisation au Parlement, donc les deux chambres réunies en congrès. Pas le contraire. Il n'appartient pas à une autre institution ou à une autorité politique ou administrative de solliciter ou par une plainte de demander au procureur. C'est à lui de se saisir des faits ou de la violation intentionnelle de la Constitution par le président de la République. Et parce que la loi lui demande, lorsqu'il veut mettre en accusation le président de la République, il doit se référer, donc demander l'autorisation au Parlement réuni en congrès. Alors, dans la pratique, moi je ne vois pas comment ça peut se faire. Nous sommes en démocratie et il faut le dire, nous voulons la démocratie, mais nous ne sommes pas vraiment entrés dans la démocratie. Et certaines dispositions sont ce que personnellement j'appelle des dispositions incitatives à la démocratie. Donc le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Le Premier ministre non plus. Ça c'est la loi qui le dit. Mais dans la pratique, c'est le président de la République qui nomme le procureur général près la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas ces procureurs-là nommés par le président de la République entrer dans son bureau, initier une action et faire demande au Congrès pour mettre en accusation le président de la République. C'est vrai que ça peut arriver, mais ça demande beaucoup de courage. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences lorsqu'on met en accusation un président de la République. Il y a beaucoup de conséquences tant en droit qu'en politique. Ça peut même plonger la nation dans le chaos. Parce que ce président-là, c'est un individu qui a une famille politique, qui a aussi un soutien. Donc, les mettre en accusation, surtout arriver jusqu'à la destitution, ça ne va pas se passer comme si on met fin aux fonctions d'un bourgmestre d'une commune. Vous voyez? Alors, je ne vois pas comment c'est faisable sur le plan pratique. Je ne vois pas le procureur général après la Cour constitutionnelle de prendre cette initiative-là. Donc, que ceux qui s'agitent soient dans le calme, mais qu'ils comprennent aussi que la personne ou l'individu appelé à assumer les charges du président de la République n'est pas au-dessus de la loi. C'est un principe, c'est connu que ni n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup, Maître Joël Bongo Longondo. Nous avons
été heureux d'analyser ensemble avec vous. Et le peuple congolais est heureux d'être éclairé par vous, de décortiquer certains points, d'éclairer. Merci, chers fidèles téléspectateurs, de continuer à s'abonner. Nous disons merci aux régies. Gims Lokumu, merci à toi. Et à très bientôt, nous vous reviendrons.